Ma propre sœur m'a souri avec méchanceté. Maman et papa vont me protéger, a-t-elle dit en lâchant mon fauteuil roulant sur la pente la plus raide du ranch. J'ai fermé les yeux en attendant la fin, mais le destin avait un témoin caché. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le vent, sur la colline de la Croix, soufflait toujours avec un froid qui entrait jusqu'aux os. Mais cet après-midi-là, le froid que je sentais ne venait pas de l'air de la Sierra de Jalisco. Il venait de la main posée sur mon épaule, une main qui partageait mon sang, mon ADN, mais qui à ce moment-là se sentait comme la griffe d'un prédateur. Quelle vue magnifique, n'est-ce pas, Rafala? La voix de Damiana, ma grande sœur, a résonné derrière moi. Ce n'était pas la voix douce qu'elle utilisait devant les voisins ou le curé de la paroisse. C'était une voix rauque, chargée d'un mélange d'impatience et de tequila-rance. Je n'ai pas répondu. Mes mains, fines et pâles après des années enfermées, s'accrochaient aux accoudoirs de mon fauteuil roulant. Depuis notre position, au sommet le plus haut de la Hacienda Los Olivos, on pouvait voir tout l'empire que ma famille avait construit pendant 3 générations. Les champs d'agaves bleues qui s'étendaient comme une mer agitée sous le soleil du soir. Les fours en briques rouges de l'usine de céramique où j'ai perdu mes jambes il y a 5 ans. Et, au loin, la grande maison, ce manoir colonial qui était devenu pour moi une prison de luxe. « Tu ne vas rien dire » insista Damiana. J'ai senti qu'elle se penchait vers moi. Son souffle, un mélange de menthe pour cacher l'alcool et de parfum cher, a frappé ma joue. « Tu as toujours été si silencieuse. La parfaite, la martyre, la petite sainte Rafala. Même après être devenue une demi-personne, tu continuais à nous regarder tous de haut. Ramène-moi à la maison, Damiana, ai-je dit. Ma voix tremblait à peine, non pas de peur, mais à cause de la certitude de ce qui était sur le point d'arriver. Papa doit être en train de demander où nous sommes. Damiana a lâché un rire sec, un son qui a fait fuir quelques oiseaux proches. Papa, répéta-t-elle avec moquerie. Ah, petite sœur, tu n'as toujours pas compris. Papa, c'est lui qui m'a dit de t'amener ici. Il est là-bas, sur le balcon, probablement en train de se servir un whisky et d'attendre que je règle le problème. Mon cœur a fait un bond douloureux dans ma poitrine. Même si je le savais, même si j'avais vu les preuves, l'entendre de sa bouche. C'était comme recevoir un coup de couteau dans le ventre. Mon père, Don Gervasio. L'homme qui me portait sur ses épaules quand j'étais petite. L'homme pour qui j'ai sacrifié ma jeunesse en travaillant à la comptabilité de l'entreprise pour le sauver de la ruine. C'était lui qui m'avait envoyé à l'abattoir. Tu es saoul, ai-je essayé de raisonner, pour gagner du temps. Mes doigts cherchant discrètement le bouton dans la poche intérieure de mon gilet. Peut-être, admit-elle en relâchant les freins de mon fauteuil avec un cliquetis métallique qui a sonné comme un coup de feu dans le silence de la colline. Mais ça rend juste les choses plus faciles. Tu sais? J'ai attendu ce moment pendant des années. Depuis que grand-mère est morte et qu'ils ont lu ce maudit testament. Elle a poussé légèrement le fauteuil. Les roues avant ont tourné, s'approchant dangereusement du bord du précipice. En bas, il n'y avait pas une chute nette, mais une pente brutale de rochers pointus, d'arbustes épineux et, enfin, le lit asséché du ruisseau. Une chute d'ici ne serait pas rapide, ce serait un massacre. Mais tu n'es pas obligé de faire ça, Damiana, ai-je dit en regardant l'abîme. Je ne suis pas obligé? Sa voix est montée, hystérique. Je dois 3 millions de pesos, Rafala. Ils vont me tuer si je ne paie pas. Et toi, avec ton égoïsme, assise sur l'héritage, attendant d'avoir 43 ans pour nous mettre tous à la rue. Je ne vais pas le permettre. Elle s'est penchée une dernière fois, sa bouche frôlant mon oreille. La haine qui sortait d'elle était presque physique, une vague de chaleur toxique. Regarde le bon côté des choses, petite sœur. Tu ne sentiras plus de douleur dans tes jambes. Et ne t'inquiète pas pour la hacienda. Je m'en occuperai très bien après l'avoir vendue. Damiana, ai-je murmuré, et pour la première fois, je me suis tourné pour la regarder dans les yeux. Je voulais qu'elle voie mon visage. Je ne voulais pas qu'elle oublie un jour mes yeux. Tu te souviens quand on était petite? Quand tu avais promis que tu me protégerais toujours des monstres? Pendant une seconde, juste un microseconde. J'ai vu une hésitation dans ses yeux injectés de sang. Un éclat de la sœur qui me coiffait les cheveux autrefois.
Mais ça a disparu aussi vite que c'est arrivé, remplacé par la cupidité et le désespoir. Les promesses ne paient pas les dettes. Idiote, cracha-t-elle, et alors elle hurla les mots qui allaient me hanter. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Meurs une bonne fois pour toutes. Maintenant tout est à moi. J'ai senti la pousser. Elle a été violente, définitive. Mon corps a été secoué quand le fauteuil roulant a perdu le contact avec la terre ferme. La gravité a pris le contrôle. Le ciel s'est mis à tourner, se mélangeant avec la terre rouge et les buissons verts. Le cri s'est coincé dans ma gorge alors que le monde se transformait en un tourbillon de vertige et de terreur. Mais pendant que je tombais, pendant que j'attendais l'impact qui briserait ce qui restait de mon corps, une étrange paix m'a envahi. Parce que Damiana ignorait quelque chose. Elle croyait qu'elle écrivait la fin de mon histoire. Elle ne savait pas que j'avais déjà écrit la sienne. Et l'homme caché derrière les arbres de mesquite, avec son téléphone à la main, était mon éditeur. L'impact est arrivé. Douleur, obscurité, puis silence. Pour comprendre pourquoi ma propre sœur m'a jeté dans un ravin, je dois vous ramener au moment où a commencé ma mort en vie. La fête des 70 ans de mon père, don Gervasio, à peine 3 semaines plus tôt. La hacienda Los Olivos brillait de mille feux. Ma mère, Doña Otilia, avait ordonné de suspendre des centaines de guirlandes de papier découpées dans le patio central. Il y avait des mariachis, des tables couvertes de nappes en lin blanc et assez de nourriture pour nourrir tout le village de San Juan. Tout était parfait, une façade impeccable pour une famille qui pourrissait de l'intérieur. J'étais là, mais en même temps, je n'y étais pas. Me mettez là dans le coin, près de la cuisine. Ai-je entendu ma mère dire à Anselmo, notre vieux jardinier est le seul ami qui me restait dans cette maison. Nous ne voulons pas que le fauteuil gêne le passage des serveurs. Mais, Sonora Otilia, protesta Anselmo à voix basse. Mademoiselle Rafala est la fille. Elle devrait être à la table principale. Fais ce que je te dis, siffla ma mère en lissant sa robe de soie. C'est déjà assez difficile de garder les apparences. Je ne veux pas que les invités se sentent mal à l'aise en voyant ça. Ça. C'est comme ça que ma mère m'appelait quand elle croyait que je ne l'entendais pas. Pas, ma fille, pas, Rafala. Juste, ça, une chose cassée, un meuble abîmé qu'on n'osait pas jeter à la poubelle par peur de ce que diraient les gens. Anselmo m'a conduite au coin indiqué. Ses yeux pleins d'une excuse silencieuse. Je lui ai souri faiblement et j'ai serré sa main. Depuis ma position, j'avais une vue panoramique de l'hypocrisie. J'ai vu Damiana arriver avec une heure de retard, comme toujours. Elle est entrée comme une star de telenovela, au volant d'un cabriolet rouge que nous savions tous qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle portait une robe dorée qui hurlait « Nouveau riche ». Et elle s'est accrochée au bras de mon père en riant fort. « Papito », cria-t-elle en lui tendant une boîte enveloppée de velours. « Joyeux anniversaire au meilleur homme du monde ». Mon père a ouvert le cadeau, une montre de marque suisse. Elle coûtait probablement plus cher qu'une année entière de mes séances de physiothérapie. Gervasio a souri, sa moustache grise tremblant de fierté, et l'a prise dans ses bras. « Voilà ma fille », annonça-t-il aux invités en levant son verre de tequila. Ma fierté, toujours si généreuse, si réussie dans ses investissements. Personne n'a mentionné que les investissements de Damiana étaient des pyramides financières et des paris en crypto-monnaie qui vidaient les comptes de l'entreprise familiale. Des comptes que moi, en tant que comptable, même relégué à travailler depuis ma chambre sombre, j'essayais désespérément d'équilibrer chaque mois. J'avais mon propre cadeau. Ce n'était pas une montre suisse, c'était un mouchoir en lin que j'avais brodé à la main pendant les 3 derniers mois. Mes doigts, parfois engourdis par les médicaments, avaient saigné sur ce tissu. En brodant les initiales de mon père et un petit cheval, son animal préféré. Quand il y a eu un moment de silence, j'ai poussé mon fauteuil vers la table principale. Le grincement de mes roues sur les dalles de terre cuite a fait tourner plusieurs têtes. Les sourires se sont figés. La gêne a rempli l'air comme un brouillard épais. « Papa », ai-je dit en lui tendant le petit paquet enveloppé de papier craft. « Joyeux anniversaire ». Mon père m'a regardé. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, seulement une irritation froide, comme si un chien errant était entré dans la salle. Il a pris le paquet entre 2 doigts, comme s'il était sale. « Merci », murmura-t-il, et il l'a posé sur le côté sans l'ouvrir. « Ouvre-le, papa », insista Damiana avec un sourire malicieux. Voyons ce que la petite sœur a fait avec tout le temps libre qu'elle a. Il a déchiré le papier, a sorti le mouchoir,
l'a regardé une seconde et ensuite. Avec un geste banal qui m'a brisé le cœur. Il l'a utilisé pour nettoyer une tache de sauce molle qui était tombée sur la nappe. Là, dit-il, merci. J'ai senti les larmes me brûler les yeux, mais j'ai refusé de pleurer. J'ai essayé de tourner mon fauteuil pour retourner dans mon coin. Mais mes mains tremblaient tellement que j'ai cogné un verre en cristal. Le bruit du verre qui se brise a arrêté la musique des mariachis. Le vin rouge s'est renversé sur la robe dorée de Damiana. « Idiote !» cria-t-elle en sautant en arrière. « Regarde ce que tu as fait. Cette robe vaut plus que ta vie. » « C'était un accident, ai-je balbutié. Ma mère est arrivée rapidement. Non pas pour voir si je m'étais coupé avec le verre, mais pour consoler Damiana. Puis elle s'est tournée vers moi avec le visage déformé par la honte. « Tu dois toujours tout gâcher. » m'a-t-elle crié devant 50 invités. « Regarde-toi, tu es un désastre. Emmenez-la d'ici. » Mais c'est mon père qui a porté le coup final. Il s'est levé lentement, en s'essuyant la bouche avec le mouchoir que je lui avais brodé, maintenant taché de molle et de vin. Et m'a regardé avec un mépris absolu. « 5 ans, dit Rafala d'une voix grave, pour que tout le monde l'entende. Tu passes 5 ans dans ce fauteuil. Les médecins ont dit que tu pourrais marcher si tu faisais des efforts, mais non. Tu préfères qu'on ait pitié de toi. Tu préfères être un poids. Parfois je pense que tu fais semblant d'être paralysé juste pour nous punir. » Un murmure a parcouru la salle. Faire semblant. L'accusation est restée suspendue dans l'air. Moi, qui avais supporté des opérations, des nuits de douleurs fantômes où je sentais mes jambes brûler comme du feu. Moi, qui avais appris à vivre en étant la moitié d'une femme. Faire semblant. Papa, tu sais que ce n'est pas vrai, ai-je murmuré. Va dans ta chambre, ordonna-t-il. Et ne sors pas tant que tu n'auras pas appris à te comporter comme une femme normale et pas comme un phénomène. Anselmo s'est précipité pour me pousser hors du patio. Loin des regards de pitié et de dégoût. Pendant qu'on m'éloignait, j'ai entendu le rire de Damiana remplir à nouveau l'espace. J'ai entendu la musique reprendre. Cette nuit-là, enfermé dans ma chambre qui sentait l'humidité. Sans dîner parce que ma mère avait oublié de m'envoyer une assiette. J'ai compris quelque chose. Ma famille non seulement ne m'aimait pas, elle me haïssait. Ils me haïssaient parce que j'étais le rappel vivant de leurs erreurs. Et pire encore. Ils me haïssaient parce que j'étais la seule à connaître la vérité sur leurs finances. Mais je ne savais pas à quel point ils me haïssaient jusqu'à ce que l'avocat arrive une semaine plus tard. La mort de ma grand-mère Elena, la matriarche de la famille, était survenue 6 mois plus tôt. Mais les démarches bureaucratiques avaient retardé la lecture officielle du testament. Elle avait été la seule personne qui m'aimait vraiment. Quand j'ai eu mon accident à l'usine. C'est elle qui s'est assise à côté de mon lit d'hôpital. Qui m'a lu des histoires. Qui m'a dit que ma valeur n'était pas dans mes jambes mais dans mon esprit. Le licencié Mendoza est arrivé à la hacienda avec sa mallette en cuir usé. C'était un homme droit, à l'ancienne. Que mon père n'avait jamais apprécié. Nous nous sommes réunis dans la bibliothèque. L'air était chargé de tension. Damiana se rongeait les ongles, son vernis rouge écaillé. Mon père servait de la tequila à 10 heures du matin. Bien, dit Mendoza en ajustant ses lunettes. Doña Elena a été très claire dans ses instructions. Elle ne voulait pas de dispute, alors elle a tout laissé très détaillé. Damiana s'est penchée en avant, les yeux brillants de cupidité. Allons droit au but, Mendoza. Combien on reçoit? J'ai besoin de liquidité. L'avocat l'a ignoré et a commencé à lire. À mon fils Gervasio, je laisse la collection de chevaux et la maison de vacances à Puerto Vallarta. À ma belle-fille Otilia, mes bijoux personnels. À ma petite-fille Damiana. Il fit une pause et regarda ma sœur par-dessus ses lunettes. Je laisse la somme de 100 000 pesos avec l'espoir qu'elle apprenne à valoriser l'argent qu'elle n'a pas gagné. Quoi? Damiana a sauté de sa chaise. 100 000 pesos? C'est une insulte. Ça ne couvre même pas les intérêts de mes cartes. Où est le reste? La hacienda, l'usine? Mendoza continua, sa voix ferme. Le reste de mes biens, y compris la propriété complète de la hacienda Los Olivos. Les terrains de culture d'agave et l'usine de céramique Richardson. Je les laisse à ma petite-fille Rafala. Un silence de mort est tombé. Je pouvais entendre le bourdonnement d'une mouche contre la fenêtre.
J'ai senti mon sang se glacer. Pas de joie, mais de peur. Je savais ce que cela signifiait. C'est une blague, rugit mon père en frappant la table. Rafala est une invalide, elle ne peut pas diriger l'entreprise. Elle n'est personne. C'est la seule qui ait un diplôme en finance et qui a gardé les comptes honnêtes, répondit Mendoza froidement. Donia Elena savait qui était capable et qui ne l'était pas. Cette vieille folle, cria Damiana en lançant un verre contre le mur. Elle l'a toujours préférée, elle, la boiteuse inutile. Cependant, interrompit l'avocat en levant la main. Il y a une clause conditionnelle, une clause de fidéicommis. Tout le monde se tue. C'était l'espoir auquel il s'accrochait. À cause de la vulnérabilité physique de ma petite fille Rafala. Le transfert des biens ne sera effectif que lorsqu'elle aura 43 ans. Jusque-là, les biens resteront dans un fidéicommis intouchable. Si Rafala décède avant d'atteindre 43 ans, sans descendance. Alors, et seulement alors, les biens seront répartis équitablement entre les membres de la famille survivants. Mon 43e anniversaire était dans 3 semaines. J'ai vu le changement dans les yeux de ma famille. Il a été instantané et terrifiant. Ils sont passés de la colère à un calcul froid et silencieux. Mon père s'est renfoncé dans sa chaise, caressant sa moustache, en regardant dans le vide. Damiana a cessé de crier et s'est assise lentement. Son regard fixé sur moi. Ce n'était pas un regard de haine. C'était le regard d'un boucher examinant un cochon. 3 semaines, murmura Damiana. Merci, licencié, dit mon père avec un calme artificiel. Vous pouvez partir. Nous allons célébrer la bonne fortune de Rafala en privé. Mendoza m'a regardé avec inquiétude pendant qu'il rangeait ses papiers. Mademoiselle Rafala, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. N'importe quoi. Merci, ai-je répondu. Ma voix était à peine un murmure. Cette nuit-là, la peur ne m'a pas laissé dormir. J'ai roulé jusqu'à la salle de bain avec mon fauteuil à 2 heures du matin. En passant devant le bureau de mon père, j'ai vu une lumière allumée sous la porte. Les voix étaient basses, mais dans le silence de la nuit, on les entendait clairement. Papa, je n'ai pas le temps, pleurait Damiana. Ces hommes ont dit que si je ne paie pas la semaine prochaine, ils viendront pour moi. Ils vont me défigurer, papa, ou me tuer. J'ai besoin de vendre la hacienda. Tais-toi, arrête de pleurnicher. La voix de mon père était dure, métallique. Tu as entendu l'avocat. Tant que la petite handicapée respire, on ne peut rien toucher. Il reste 3 semaines. Alors on fait quoi, gémit elle. On la laisse tout garder? Il y a eu une longue pause, le son de glaçons qui tintait dans un verre. Non, dit mon père. Et ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang plus que n'importe quel hiver. Un accident. Elle est maladroite avec ce fauteuil. Les roues dérapent. Le terrain est dangereux. Personne ne s'étonnerait si elle avait un autre accident. Un accident définitif cette fois. Tu es sérieux, demanda Damiana, la voix tremblante. Mais pas de rejet, plutôt d'anticipation. C'est elle ou nous, ma fille. C'est elle ou le patrimoine de la famille. Et franchement, il a poussé un soupir de mépris. Ce serait un acte de miséricorde. Quelle vie elle a. Regarde-la. C'est un fardeau. Fais-le. Je m'occupe des papiers et du médecin légiste. Le docteur Vargas me doit des faveurs. Je me suis couverte la bouche pour ne pas crier. Mes propres larmes me brûlaient. Mon père venait de signer ma condamnation à mort. Je suis retourné dans ma chambre en tremblant. Non pas de froid, mais d'horreur pure. J'ai regardé mes jambes immobiles. Il croyait que j'étais faible. Il croyait que j'étais une victime facile. Mais cette nuit-là, pendant que la terreur se transformait en une colère froide et dure comme l'acier, j'ai décidé que je n'allais pas mourir. S'ils voulaient la guerre, je leur donnerais la guerre. Mais d'abord, je devais savoir pourquoi mon père me haïssait autant. Je devais comprendre l'origine de tout ce mal. Le lendemain matin, dimanche, la maison est restée dans un silence de mort. Mes parents et Damiana sont partis à la messe de midi. Comme les bons catholiques hypocrites qu'ils étaient. Pour prier et se taper la poitrine. Tout en planifiant le meurtre de leur propre sang. C'était ma seule chance. Je savais que mon père gardait ses secrets les plus sombres dans le coffre-fort de son bureau. Pendant des années,
j'avais tenu la comptabilité blanche de l'entreprise, celle qu'on présentait au gouvernement. Mais j'ai toujours su qu'il existait un livre noir. Et j'avais besoin de le trouver. J'ai roulé jusqu'au bureau. La porte était fermée. Mais je savais qu'il cachait la clé de secours sous un pot de fougère dans le couloir. Manœuvrer depuis le fauteuil était difficile. J'ai dû m'étirer jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal, mais j'ai réussi à attraper la clé. Je suis entré. Le bureau sentait le tabac et le vieux cuir. Je suis allé directement vers le tableau d'un cheval pur sang derrière le bureau. Je l'ai déplacé. Le coffre était là. Le code. Quel pouvait être le code? J'ai essayé la date de naissance de ma mère. Rien. J'ai essayé l'anniversaire de mariage. Erreur. Il me restait une tentative avant que le système se bloque. J'ai pensé au narcissisme de mon père. Qu'est-ce qu'il aimait plus que tout au monde? Ce n'était pas nous. C'était son succès, ou l'illusion de ce succès. J'ai essayé la date de fondation de la Hacienda, 1920. Clic. La porte en acier s'est ouverte avec un souffle lourd. À l'intérieur, il y avait des liasses de billets. Les bijoux de grand-mère que ma mère avait déjà volés avant la lecture du testament. Et, tout au fond, une chemise cartonnée rouge vif. Je l'ai sortie avec des mains tremblantes. En l'ouvrant, j'ai senti le sol s'ouvrir sous mes roues. La première chose que j'ai vue, ce furent les vrais relevés bancaires. L'entreprise n'était pas en crise à cause du marché. Elle était en crise parce que Damiana avait siphonné presque 5 millions de pesos ces 3 dernières années. Des virements vers des casinos en ligne. Des paiements à des consultants, qui étaient clairement des usuriers. Des achats de luxe. Et chaque retrait était autorisé par la signature de mon père. Il savait. Il avait toujours su qu'elle nous volait. Et non seulement il l'avait permis, mais il l'avait couverte en accusant l'économie. Mais ce qu'il y avait sous les relevés m'a brisé l'âme pour toujours. C'était un rapport technique daté d'il y a 5 ans et 2 mois. Le titre disait « Rapport de sécurité structurelle au four numéro 4 ». C'était le four où je travaillais en supervisant les inventaires le jour où le toit s'est effondré sur moi. Le jour où ma colonne vertébrale s'est brisée en 2. Mes yeux ont parcouru le papier, les lettres dansant à travers mes larmes. Avertissement critique. Les poutres de soutien présentent une corrosion sévère. Risque de effondrement imminent estimé à 95% dans les 90 prochains jours. Fermeture immédiate et remplacement total de la structure recommandée. Coût estimé, $50 000 américains. Sous le rapport, il y avait une note manuscrite. Avec l'écriture reconnaissable entre mille de mon père. C'était une réponse à l'ingénieur. Trop cher. Nous n'avons pas la liquidité pour fermer le four maintenant. Mettez quelques réparations cosmétiques et signez le certificat de sécurité. Il tiendra une saison de plus. J'assume le risque. J'assume le risque. Il avait assumé le risque. Mais c'est moi qui avais payé le prix. Mon père avait misé mes jambes, mon avenir, toute ma vie pour économiser $50 000. Il m'avait vendu, et quand l'accident est arrivé, il avait encaissé l'assurance. J'ai tourné la page. Là, il y avait la police d'assurance pour les accidents de travail. Il avait touché 2 millions de pesos pour mon invalidité. Et moi je n'avais jamais vu un centime. Il m'avait dit que l'assureur avait refusé le dossier parce que c'était une négligence de ma part. Que j'étais dans une zone non autorisée. Il m'avait fait porter la faute pendant 5 ans. Il m'avait fait croire que j'étais responsable de mon propre malheur. Et il y avait encore plus. Un document récent. Une police d'assurance vie à mon nom. Renouvelée il y a à peine une semaine avec une prime énorme. Le seul bénéficiaire, Gervasio Richardson. Si je mourais accidentellement avant mes 43 ans. Il ne récupérait pas seulement la Hacienda. Il touchait aussi 5 millions de pesos de plus. J'ai refermé la chemise. La douleur émotionnelle était si intense qu'elle dépassait toute douleur physique que j'avais connue. Je n'arrivais plus à respirer. Je voulais crier, je voulais tout casser dans ce maudit bureau. Mon père n'était pas seulement un mauvais père, c'était un monstre. Un sociopathe qui voyait ses filles comme des actifs financiers jetables. J'ai entendu le son d'une voiture qui arrivait sur le chemin de gravier. Ils étaient revenus plus tôt. Rapidement, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris des photos de chaque page. Mes mains tremblaient,
mais la colère me donnait de la précision. J'ai documenté la fraude, le rapport de sécurité, la police d'assurance vie. Ensuite, j'ai remis la chemise dans le coffre-fort. Je l'ai refermé, replacé le tableau. Et je suis sorti du bureau juste quand j'ai entendu la clé tourner dans la porte d'entrée. Je me suis glissé jusqu'à ma chambre, le cœur battant comme un tambour de guerre. Je n'étais plus la fille triste. Je n'étais plus la victime. J'avais les preuves. Mais je savais que je ne pouvais pas aller à la police locale. Le chef de la police jouait au poker avec mon père tous les vendredis. Ces preuves disparaîtraient en quelques minutes. Il me fallait quelque chose de plus grand. Il me fallait un témoin. Et il fallait que le monde voie qui étaient vraiment les Richardson. C'est alors que j'ai entendu un petit coup à la fenêtre de mon jardin. C'était Anselmo. J'ai ouvert la porte coulissante qui donnait sur le jardin arrière. Anselmo était là, son chapeau de paille à la main. Le visage plein de rides d'inquiétude. Il tenait quelque chose enveloppé dans un chiffon sale. « La señorita Rafala », murmura-t-il en regardant nerveusement vers la maison. « Je dois vous montrer quelque chose. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, mais je ne pouvais plus me taire. » Il est entré et a déplié le chiffon sur mes genoux. C'étaient des pinces coupantes industrielles et un morceau de câble métallique. « Mais qu'est-ce que c'est, Anselmo ?» ai-je demandé. Même si une partie de moi le devinait déjà. « J'ai trouvé ça dans le garage. » Caché derrière les sacs d'engrais, dit-il d'une voix grave. « Hier soir, j'ai vu mademoiselle Damiana là-bas. Elle manipulait votre fauteuil de rechange, celui que vous utilisez pour sortir sur le terrain. Mon sang s'est glacé. J'ai vérifié les freins de votre fauteuil actuel, señorita, continua Anselmo, les larmes aux yeux. Le câble en acier est presque complètement coupé. Ils ont laissé juste un fil, assez pour que ça marche sur du plat. Mais si vous descendez une pente forte et que vous essayez de freiner, il va se casser immédiatement. Là, j'avais la confirmation physique. Ce n'était pas juste une conversation de saoul que j'avais entendue la nuit précédente. C'était un plan en marche. Ils allaient me tuer. Merci, Anselmo, ai-je dit en lui prenant ses mains calleuses. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je vais réparer ça tout de suite, dit-il en sortant un tournevis de sa poche. Et ensuite j'irai parler à Don Gervasio. Je lui dirai que non. Je l'ai arrêté en attrapant son poignet avec force. Mais tu ne peux pas réparer ça, et tu ne peux rien dire à mon père. Anselmo m'a regardé, confus. Mais, señorita, ils vont vous tuer. On doit aller à la police. La police de San Juan mange dans la main de mon père, Anselmo. Si on y va maintenant, ils diront que c'est toi qui as coupé les câbles pour incriminer la famille. Ils t'enverront en prison, et moi, ils m'enfermeront dans un hôpital psychiatrique ou me tueront à l'hôpital. Le vieux jardinier a baissé la tête, sachant que j'avais raison. Le pouvoir de Don Gervasio dans la région était absolu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda-t-il, désespéré. J'ai pris une grande inspiration. J'avais un plan. Un plan fou, dangereux, presque suicidaire. Mais c'était la seule façon de les faire tomber pour toujours. Anselmo, écoute-moi bien. Tu ne vas pas réparer le frein, dis-je. Mais tu vas le rafistoler. Je l'ai interrompu, les yeux plantés dans les siens. Mais tu vas utiliser du fil de pêche transparent. Je veux qu'on ait l'impression que ça marche encore un peu. Il faut que ça casse quand elle me poussera. Pas avant. Elle, Damiana, elle va essayer de me tuer demain. Je le sais. Elle va m'inviter à une promenade, et je vais accepter. Anselmo se signa. C'est de la folie. Tu vas te tuer. Non, si tu m'aides. J'ai besoin que tu prépares le terrain. Demain, elle va m'emmener au Cerro de la Cruz. C'est l'endroit le plus haut et le plus isolé. Dans le premier virage en descendant la colline, il y a un groupe de buissons de bougainvilliers et de la terre molle. J'ai besoin que tu enlèves les grosses pierres dans cette zone cette nuit, sans que personne te voie. Señorita, même si j'enlève les pierres, la chute sera forte. Tu vas te faire mal. Je préfère me casser un bras et les envoyer en prison. Que mourir dans mon lit empoisonné, dis-je froidement. Parce que c'est ce qui vient après, Anselmo. Si l'accident rate, ils utiliseront du poison. Hier soir, ma mère m'a apporté du lait qui sentait l'amande amère. Anselmo est devenu pâle. Le simple fait d'entendre le nom de Doña Otilia.
Celle qui l'avait servi pendant 40 ans, impliquée là-dedans, a fini de briser sa loyauté envers les patrons. Ah, très bien, señorita, dit-il en redressant les épaules. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus? J'ai besoin de témoins. Des témoins que mon père ne pourra pas acheter. J'ai sorti mon téléphone. Demain, quand on montera sur la colline. Toi tu te cacheras dans le bois de Mesquite, près du virage. Tu auras ton téléphone prêt et tu appelleras ce numéro. Je lui ai écrit un numéro sur un papier. Ce n'était pas le 911 local. C'était le numéro direct de la commanderie de la police fédérale à Guadalajara. J'avais un ancien camarade d'université qui travaillait là-bas dans les délits financiers. Je lui avais envoyé les photos des documents il y a 1 heure. Il m'avait promis que s'il y avait une tentative de meurtre en flagrant délit, il enverrait une patrouille immédiatement. Et une chose de plus, Anselmo. J'ai besoin que tu filmes. Si mon téléphone échoue, le tien sera ma police d'assurance vie. Nous avons passé l'heure suivante à revoir chaque détail. Anselmo est sorti de ma chambre transformé en soldat. Il n'était plus le jardinier invisible, il était mon gardien. Cette nuit-là, j'ai préparé ma propre arme. Ce n'était pas un pistolet ni un couteau, c'était la technologie. J'ai cousu une poche cachée dans la poitrine de ma veste en jean. J'y ai mis mon téléphone, avec l'objectif de la caméra juste visible par un petit trou usé. J'ai configuré mon compte Facebook et YouTube, lié à la page de l'entreprise. Nous avions 20 000 abonnés. Clients, fournisseurs, associés. J'ai créé un événement de diffusion en direct programmé. La vérité sur la famille Richardson. Je l'ai laissé en mode privé, prêt à être activé avec une simple commande vocale. Je me suis couché en regardant le plafond. La peur essayait de me paralyser. J'allais laisser ma sœur me jeter d'un ravin. J'allais sauter dans le vide en comptant sur quelques buissons et un jardinier âgé. Oh mon Dieu, ai-je prié. Mais si je dois mourir, que ma mort serve à les dévoiler. Mais si je vis, je te jure que je n'aurai aucune pitié. Le lendemain matin, Damiana est entrée dans ma chambre avec un plateau de petit déjeuner et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bonjour, petite sœur, dit-elle d'une voix sucrée. Et si on allait se promener aujourd'hui? Le temps est magnifique. J'ai regardé le plateau. Je n'ai pas touché à la nourriture. J'adorerais, ai-je dit. Emmène-moi au Cerro de la Cruz. Je veux voir la vue une dernière fois. Damiana a cligné des yeux, surprise par mon choix. Mais ensuite elle a souri encore plus. Je lui facilitais le travail. Parfait, dit-elle. Je vais t'aider à t'habiller. Le dernier acte commençait. La montée vers le Cerro de la Cruz a été une torture psychologique lente et délibérée. Damiana poussait mon fauteuil sur le chemin de terre rougeâtre. Soufflant sous l'effort, mais refusant de se reposer. Je sentais chaque pierre, chaque trou résonner dans ma colonne endommagée. Mais je gardais le dos droit, tendu comme une corde de violon. Tu te souviens quand on montait en courant ici? Demanda Damiana pour briser le silence. Mais tu restais toujours derrière. Tu as toujours été lente, Rafala. Même avant l'accident. Je restais derrière parce que je m'arrêtais pour ramasser les fleurs que tu écrasais, ai-je répondu sans me tourner. Toujours aussi poétique, se moqua-t-elle. Et regarde à quoi ça t'a servi. Te voilà, dépendante de moi pour bouger d'un centimètre. Ça doit être humiliant. La dépendance n'est pas humiliante, Damiana. Voler ta propre famille, ça l'est. J'ai senti le fauteuil s'arrêter brusquement. Qu'est-ce que tu as dit? Sa voix est devenue plus grave. Rien, ai-je menti? Sachant que je devais garder mes cartes pour le sommet. J'ai juste dit que le soleil tape fort. Nous avons continué à monter. En nous approchant du sommet, j'ai vu une silhouette sur le balcon de la grande maison en bas, petite comme une fourmi. C'était mon père. Il était là, en train d'observer, probablement avec des jumelles. Supervisant l'exécution de sa fille cadette comme s'il s'agissait d'une opération commerciale de plus. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que le micro du téléphone l'enregistre. Activer la transmission. Mode public, ai-je murmuré très doucement, en profitant du bruit du vent. Le téléphone a vibré une fois contre ma poitrine. Nous étions en direct. La notification arrivait à cet instant à des milliers de personnes. Des employés de l'usine, des associés aux États-Unis, des voisins du village,
des cousins éloignés. Nous sommes arrivés au sommet. Le vent nous frappait. Damiana a tourné le fauteuil pour que je regarde vers le vide. Voilà, dit-elle en soufflant. On est arrivé. Le paysage était spectaculaire. Mais je ne voyais que la mort qui m'attendait en bas. Et plus loin, la petite tache violette des bougainvilliers où Anselmo avait nettoyé les pierres. C'était loin, trop loin. Si le fauteuil déviait, s'il rebondissait mal, je mourrais pour de vrai. Damiana s'est mise face à moi, m'empêchant de voir. Elle ne souriait plus. Son visage était déformé, en sueur, et à cause de la haine. Je dois le faire, Rafala, dit-elle. Et pendant un moment, on aurait dit qu'elle essayait de se convaincre elle-même. Mais tu ne me laisses pas le choix. C'est toi ou moi. Il y a toujours un choix, Damiana, ai-je dit, en parlant fort et clairement pour le micro. Tu peux me donner la hacienda. Tu peux avouer ce que tu as volé. Papa te pardonnera. Toi, il te pardonne toujours. C'est papa qui veut que tu meures, hurla-t-elle en perdant le contrôle. Comprends-le, idiote. C'est lui qui m'a donné l'ordre. Il a dit que tu vaux plus morte, avec l'assurance, que vivante. Là, j'avais la confession claire, irréfutable. Enregistrée et transmise au monde entier. L'assurance de 5 millions, ai-je demandé, en appuyant là où ça faisait mal. Oui, 5 millions qui vont sauver l'entreprise et l'héritage qui paiera mes dettes. Damiana s'est agrippé les cheveux, comme une folle. Pourquoi tu n'es pas morte à l'usine? Ça aurait été tellement plus simple. Tu nous aurais épargné tout ça. Je suis ta sœur, Damiana. Tu es un parasite, hurla-t-elle. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Elle s'est déplacée derrière moi. J'ai entendu le clic des freins qu'on libère. J'ai senti ses mains sur les poignets. Dis adieu, Rafala. Adieu, Damiana, ai-je dit en fermant les yeux. Et en préparant mon corps à l'impact. On se voit en enfer. La poussée a été brutale. Damiana n'a pas seulement lâché le fauteuil. Elle l'a lancé de toute la force de son corps. Avec toute la rage accumulée d'une vie de jalousie et d'échec. Le fauteuil roulant est parti vers l'avant. La première seconde, il y a eu une sensation de flottement. Les roues avant ont mordu le vide avant de frapper la pente. La seconde d'après, ce fut le chaos. Le fauteuil a rebondi violemment sur la terre sèche. J'ai essayé d'attraper les cercles des roues pour le diriger. Mais la vitesse était incontrôlable. Le fil de pêche qu'Anselmo avait mis s'est cassé instantanément. Comme prévu. Il n'y avait plus de frein. Là. Le cri est sorti de ma gorge sans que je puisse l'arrêter. Le monde était un mélange flou de ciel bleu et de terre rouge qui tournait. Le fauteuil s'est renversé sur le côté. J'ai senti le métal frapper mes côtes. J'ai été projeté hors du siège. J'ai roulé. Mon corps inerte de la taille jusqu'aux pieds était un poids mort qui m'entraînait. J'ai frappé une racine avec l'épaule. La douleur a explosé comme une supernova. J'ai continué à rouler, la terre remplissant ma bouche. Les pierres déchirant mes vêtements et ma peau. Les bougainvilliers. Les bougainvilliers. Par miracle, ou par la main de Dieu. Ou par le calcul d'Anselmo. Mon corps s'est écrasé contre la masse d'arbustes épineux. Les épines se sont plantées dans ma chair, déchirant ma blouse et mes bras. Mais les branches flexibles ont absorbé l'impact mortel. Je me suis arrêté. J'étais face contre terre, avec le goût du sang et de la poussière dans la bouche. Mon fauteuil a continué sa course, rebondissant en bas de la colline jusqu'à s'écraser contre un gros rocher avec un énorme fracas métallique. Douleur. Tout n'était que douleur. Mon bras gauche pulsait, probablement cassé. Mon visage brûlait à cause des coupures. Mais j'étais en vie. Je respirais. D'en haut, j'ai entendu le cri de Damiana. Ce n'était pas un cri de triomphe, mais de mise en scène. Rafala, non, mon Dieu, à l'aide. Elle a commencé à descendre la colline en courant, en faisant semblant de trébucher. Les freins ont lâché. À l'aide. Je suis resté immobile, gémissant. J'avais besoin qu'elle s'approche. J'avais besoin que la caméra la capture une dernière fois. Damiana est arrivée à mon niveau. Elle m'a vu, ensanglanté, coincé dans les épines. Pendant un instant, son masque est tombé. Elle m'a regardé avec une pure déception. Je n'étais pas morte.
Elle s'est accroupie, son visage tout près du mien. « Pourquoi tu ne meurs pas ?» murmura-t-elle. Elle a soulevé une grosse pierre du sol. Ses yeux étaient vides. Elle allait finir le travail. Elle allait me frapper à la tête et dire que c'était l'impact contre le rocher. « Va halte là !» Police fédérale. Lâchez la pierre. Le cri a retenti comme un tonnerre. Damiana s'est figée, la pierre en l'air. Elle a tourné la tête vers le bois de mesquite. Anselmo est sorti des arbres, téléphone en main en train de filmer. Et derrière lui, 4 officiers en uniforme, armes levées, pointés sur la poitrine de ma sœur. Lâchez la pierre et mettez les mains où je peux les voir, ordonna l'officier en chef. Damiana a laissé tomber la pierre. Son visage est passé du rouge de la colère au blanc cadavérique en une seconde. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, balbutia-t-elle en levant les mains tremblantes. Là, elle est tombée. J'essayais de l'aider. J'ai fait un effort surhumain pour me tourner sur le dos, en gémissant de douleur. J'ai sorti le téléphone de ma poche. L'écran était cassé, mais il diffusait toujours. « Salut, Damiana », ai-je dit en recrachant du sang. « Fais coucou à la caméra. 25 000 personnes viennent de voir comment tu essayais de m'écraser le crâne. » Damiana a regardé le téléphone. Puis les policiers, puis moi. Ses jambes se sont dérobées. Elle est tombée à genoux sur la terre. Et une odeur forte d'urine s'est répandue autour d'elle. Elle s'est épicée dessus de peur. « C'est papa », cria-t-elle hystériquement alors que le policier lui passait les menottes. « Je ne voulais pas. C'est papa qui m'a forcé. » Gervasio Richardson est le coupable. Pendant que les ambulanciers descendaient en courant pour me soigner. J'ai regardé le ciel. Il était bleu, intense, magnifique. Je n'avais jamais vu un bleu aussi pur. On a réussi, Anselmo, ai-je murmuré. Avant que l'adrénaline ne s'épuise et que l'obscurité m'emporte à nouveau. Je me suis réveillé à l'hôpital 2 jours plus tard. Le bras dans le plâtre, les côtes bandées et le visage plein de points de suture. Mais j'étais en vie. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. L'officier Ramirez, mon ancien compagnon d'université, était assis à côté de mon lit. « Ta vidéo est devenue virale, Rafala, dit-il sans détour. C'est la tendance nationale, la chute des Richardson. Personne ne parle d'autre chose. Vous les avez attrapés, ai-je demandé, la voix rauque. Tous ? Ramirez m'a raconté les détails avec une satisfaction professionnelle. Quand la police a fait irruption à la Hacienda Los Olivos. Quelques minutes après ma chute. Ils ont trouvé Don Gervasio dans son bureau. En train de trinquer avec son whisky. Attendant l'appel qui confirmerait ma mort. À la place, il a vu entrer une équipe du SWAT. Il a essayé de soudoyer le commandant avec 100 000 pesos en liquide qu'il avait sur la table. Ça n'a fait qu'ajouter une charge des tentatives de corruption à la longue liste de délits. Conspiration pour commettre un meurtre, fraude à l'assurance. Violation de sécurité industrielle et falsification de documents. Ma mère, Doña Otilia, a été trouvée dans la chapelle privée de la maison, en train de prier. Quand on lui a demandé si elle connaissait le plan, elle a seulement dit « J'ai prié pour qu'elle ne souffre pas ». Sa complicité par omission et dissimulation l'a détruite socialement. Même si légalement c'était plus difficile à prouver. Mais le jugement public, lui, était déjà tombé. Une semaine plus tard, j'ai demandé à être emmené au commissariat. J'avais besoin de les voir. J'avais besoin de fermer le cercle. Ils m'ont emmené dans la salle d'interrogatoire où ils gardaient Damiana. Elle portait l'uniforme gris de la prison, sans maquillage, les cheveux sales et les racines foncées visibles. Elle avait l'air d'avoir pris 10 ans. Quand elle m'a vu entrer avec mon fauteuil roulant neuf, cadeau du parquet. Elle s'est jetée contre la vitre qui nous séparait. « Sors-moi d'ici, Rafala » hurla-t-elle. « Je suis ta sœur. C'est papa. Il m'a lavé le cerveau. Je t'aime. » Je l'ai regardée avec un calme absolu. « J'ai quelque chose pour toi, Damiana » ai-je dit en sortant une enveloppe de mon giron. Je l'ai collée contre la vitre. C'étaient des relevés bancaires. Mes relevés personnels des 5 dernières années. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « Regarde bien. Regarde les virements sortants. » Ses yeux ont longé les chiffres. « Paiement de carte Visa, paiement de prêt auto,
paiement de frais de scolarité de Junior. Luelle à voix haute, puis elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé avec horreur. À toi. Oui, Damiana. C'était moi. Mais je pensais que la banque était indulgente. Je pensais qu'il y avait une erreur dans le système. Il n'y a pas de miracle dans les banques, Damiana. C'est moi qui ai payé tes dettes. C'est moi qui ai payé la voiture avec laquelle tu allais aux fêtes où tu te moquais de moi. C'est moi qui ai payé l'école de ton fils pour qu'on ne l'expulse pas. J'ai utilisé mon argent d'invalidité et mes économies pendant 5 ans. Pourquoi, murmura-t-elle en tombant sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage sale. Pourquoi tu ferais ça si tu savais que je te détestais? Parce que tu étais ma sœur, ai-je dit doucement. Et parce que je me souvenais de la petite fille qui avait promis de me protéger. Je voulais croire que cette petite fille existait encore en toi. Je voulais te donner une chance de changer. Je me suis approché encore plus de la vitre. Mais cette petite fille est morte, Damiana. Tu l'as tuée bien avant d'essayer de me tuer, moi. Tu as tué la poule aux œufs d'or. Si tu avais attendu 3 semaines, si tu m'avais traité avec un minimum de respect, je t'aurais aidé. J'aurais partagé l'héritage. Je ne me suis jamais soucié de l'argent. Je voulais juste une famille. Damiana a commencé à cogner sa tête contre la table. Un bruit sourd et rythmé. En hurlant de regret. Pas pour le crime, mais pour l'argent perdu. Pour la stupidité de sa propre méchanceté. Je suis sorti de là sans me retourner. Puis je suis allé à la cellule de mon père. Lui, il n'a pas crié. Il était assis, regardant le mur. Dépouillé de son costume, de sa montre, de sa dignité. Quand il m'a vu, il a essayé de se redresser. Il a essayé de récupérer son aura de patriarche. Mais il n'était qu'un vieux pathétique. « Tu es une traîtresse », dit-il avec du venin. « Tu as trahi ton sang. Vous avez vendu mon sang pour $50 000, don Gervasio. » Ai-je répondu en lui lançant le rapport de sécurité du four à travers les barreaux. Vous m'avez brisé la colonne pour économiser sur la maintenance. Vous avez signé ma condamnation à mort pour une assurance vie. J'ai fait ce que je devais faire pour le nom Richardson, cracha-t-il. Le nom Richardson est maintenant synonyme de poubelle dans tout le Mexique. L'informai-je. Et au fait, la Hacienda Los Olivos n'existe plus. Quoi? Ses yeux se sont agrandis. Tu ne peux pas la vendre. C'est le patrimoine. Je ne l'ai pas vendu. Enfin, techniquement, si. Je l'ai vendu à moi-même. À une fondation que je viens de créer. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des années. Maintenant, elle s'appelle Casa de Esperanza Rafala. C'est un refuge pour femmes handicapées et victimes de violences familiales. Nous allons utiliser votre argent, père. Chaque centime que vous avez caché. Pour aider les personnes que vous méprisiez. Vos chevaux de course seront vendus pour payer des thérapies. Votre bureau deviendra une salle de jeu pour enfants. Gervasio a porté la main à sa poitrine, le visage rouge. Maudite sois-tu. Gardez vos malédictions, père. Vous en aurez besoin là où vous allez. 8 ans pour fraude, 15 pour tentative de meurtre. Vous mourrez dans cette cellule. Seul et oublié. J'ai tourné mon fauteuil et j'ai commencé à m'éloigner. Rafala, Rafala, reviens ici. Je suis ton père. Hurlait-il derrière moi. J'ai continué à avancer. Les roues roulaient en silence. Je suis sorti du commissariat vers le soleil de l'après-midi. Anselmo m'attendait avec la camionnette aménagée. Où on va, patrona, demanda-t-il en m'ouvrant la porte. J'ai regardé l'horizon, vers les montagnes de Jalisco. À la maison, Anselmo. À notre nouvelle maison. On a beaucoup de travail. Le vent soufflait, mais cette fois je n'avais plus froid. Je sentais la liberté. Retourner à la Hacienda Los Olivos n'a pas été le conte de fées que certains imagineraient. Oui, les monstres étaient derrière les barreaux. Mais les fantômes vivaient encore dans les couloirs. Et pire encore, il y avait de nouveaux monstres à la porte, la presse. Pendant les semaines suivant ma sortie de l'hôpital. Ma vie est devenue un spectacle public. La vidéo de ma chute avait des millions de vues. Les journaux télévisés nationaux campaient devant le portail principal de la Hacienda. Tout le monde voulait une interview de la « fille d'acier », comme il m'appelait.
Il voulait voir mes cicatrices. Il voulait que je pleure devant la caméra. Il voulait le sang et le drame d'une famille riche qui se détruit elle-même. Anselmo, devenu mon chef de la sécurité en plus d'administrateur, a dû engager des gardes privés pour tenir les journalistes à distance. Señorita Rafala, m'a-t-il dit un matin pendant qu'on prenait le petit déjeuner sur la terrasse. Il y a un reporter de la télévision de Mexico qui offre beaucoup d'argent pour une exclusivité. J'ai posé ma tasse de café sur la table. Mes mains tremblaient encore un peu, séquelles du traumatisme nerveux. Mais mon regard était ferme. Dis-leur non, Anselmo. Ma douleur n'est pas à vendre. Elle a déjà été vendue une fois pour $50 000. Ça ne se reproduira pas. La solitude dans cette immense maison était écrasante. Sans les cris de Damiana, sans les ordres despotiques de mon père. Le silence résonnait. Parfois je me réveillais en pleine nuit, en sueur, croyant entendre la porte de mon père s'ouvrir. Ou les pas de ma sœur dans le couloir. Je devais allumer la lumière et regarder les nouvelles serrures que j'avais installées. Pour me rappeler que j'étais en sécurité. La récupération physique a été un enfer à part. Mon bras cassé guérissait lentement. Mes côtes me faisaient mal quand je respirais. Mais la douleur la plus vive était celle de l'absence. Malgré tout ce qu'il m'avait fait. Malgré la haine. Il y avait des moments où ma famille me manquait. C'est une contradiction stupide du cœur humain. On peut regretter même ceux qui nous font du mal. Parce que l'alternative, le vide total, semble parfois plus terrifiante. Mais alors, je regardais le rapport de sécurité du four que j'avais encadré dans mon bureau. Oui, j'avais pris le bureau de mon père et brûlé tous ses meubles pour mettre les miens. Et je me rappelais pourquoi j'étais seul. Je n'étais pas seul parce qu'on m'avait abandonné. J'étais seul parce que j'avais survécu. Un jour, j'ai reçu un appel de la banque. C'était le directeur régional. Un homme qui jouait autrefois au golf avec mon père. Sa voix était un mélange de honte et de servilité. La Señorita Richardson, Rafala. Nous sommes en train de revoir les comptes. À cause du scandale et des dettes cachées de votre sœur. La banque envisage d'exécuter l'hypothèque d'une partie des terrains. Mon père, dans son arrogance, avait hypothéqué des terres fertiles pour couvrir ses détournements et maintenir notre style de vie mensonger. Ne vous inquiétez pas, licencié, ai-je répondu d'une voix étonnamment calme. Demain, je viendrai à la banque. Et je ne viendrai pas pour demander un délai. Je viendrai pour solder la dette. La solder, bégaya-t-il. Mais ce sont des sommes énormes. J'ai l'argent de l'assurance, licencié. Cette assurance frauduleuse que mon père a encaissée pour mes jambes. Le juge a ordonné la saisie de tous les comptes personnels de Don Gervasio. Et la restitution de ses fonds à moi. Je vais utiliser le prix de mes jambes pour racheter ma terre. C'est de la justice poétique, vous ne trouvez pas? J'ai raccroché. J'ai senti une vague de puissance me traverser. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus la fille qui demande la permission. J'étais la propriétaire. Si je croyais que le plus difficile était derrière moi, je me trompais. Le plus dur n'a pas été d'affronter mon père ou ma sœur. Ça a été d'affronter ma mère. Doña Otilia n'a pas été arrêtée. La loi ne punit pas la lâcheté morale ni l'aveuglement volontaire. Elle est restée libre. Mais elle est devenue une paria. Personne au village ne lui parlait. Les dames du club de jardinage lui ont fermé leurs portes. Même le curé la regardait avec reproche. Un mardi pluvieux, 3 semaines après les arrestations. Elle est apparue à la porte de la hacienda. Elle est arrivée en taxi avec 2 vieilles valises, trempées par la pluie. J'étais dans le salon, en train de revoir les plans de rénovation de la maison. Anselmo est entré avec le visage sombre. C'est votre mère, patrona. Elle est à la grille. Elle dit qu'elle n'a nulle part où aller. Que son frère, votre oncle Ernesto, l'a mise à la porte à Guadalajara. Parce qu'il dit qu'elle est une honte pour le nom. J'ai fermé les yeux. Je savais que ce moment arriverait. La partie de moi qui était encore une petite fille voulait courir, ouvrir la porte et laisser ma mère me serrer dans ses bras. Je voulais qu'elle me dise qu'elle était désolée, qu'elle m'aimait. Que tout allait bien. Laisse-la entrer, ai-je dit. Anselmo a hésité. Señorita. Laisse-la entrer, Anselmo. Mais pas dans la maison, sur le porche.
Je lui parlerai là-bas. Je suis sorti avec mon fauteuil. L'air sentait la terre mouillée et le jasmin. Ma mère était là, debout à côté de ses valises bon marché. Tremblant de froid. Elle avait l'air petite, fragile. L'ombre de la grande dame qui organisait autrefois les meilleures fêtes de la région. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Rafala, ma fille, sanglota elle. Elle a fait un pas vers moi, les bras ouverts. J'ai levé la main pour l'arrêter. Ce geste fut comme un mur de béton entre nous. Ne fais pas un pas de plus, mère. Elle s'est arrêtée, déconcertée. Comme si elle ne pouvait pas croire que sa fille obéissante était en train de lui donner des ordres. Rafala, s'il te plaît, je suis ta mère. Je n'ai personne. Ton père, ce monstre, nous a toutes trompés. Je suis une victime, moi aussi, ma fille. Je l'ai regardée fixement. C'était ça, son histoire. Elle, la victime. Toujours la victime. Non, maman, tu n'es pas une victime. Tu es complice. Comment peux-tu dire ça? C'est moi. Moi, je ne t'ai jamais touché un cheveu. J'ai prié pour toi tous les jours. Oui, tu as prié. Tu as prié pour que Dieu répare ce que toi, tu n'avais pas le courage d'affronter. Maman, tu savais pour le rapport du four. Je l'ai vu dans tes yeux quand l'accident est arrivé. Tu savais que papa avait encaissé l'assurance et ne m'avait rien donné. Et tu savais. Ma voix s'est brisée. Mais je me suis forcé à continuer. Tu savais que Damiana allait couper mes freins? Non, c'est faux. Cria-t-elle. Mais ses yeux se sont détournés. Je savais juste qu'elle était désespérée. Je pensais qu'elle allait juste te faire peur. Me faire peur? J'ai ri, un rire amer, sans humour. Me lancer d'un ravin, c'était ça, le sursaut? Et le lait avec l'odeur d'amande amère, la veille. C'était aussi pour me faire peur? Elle est devenue livide. Portant la main à sa bouche. Maman, je t'ai vu préparer ce lait. Anselmo me l'a confirmé. Tu n'as pas osé mettre assez de poison pour me tuer, n'est-ce pas? Juste assez pour m'assommer. Pour que l'accident du lendemain soit plus facile. Tu voulais te laver les mains comme Pilate. Tu voulais que ça arrive sans que tu aies à voir le sang. Donia Otilia s'est effondrée à genoux sur le sol mouillé. Elle pleurait comme une enfant. Mêlant morve et larmes sur son visage ridé. J'ai peur, Rafala. Je suis seul. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais rien faire. S'il te plaît, laisse-moi rester. Je dormirai dans la chambre de service. Je laverai ton linge. Je ferai n'importe quoi, mais ne me mets pas à la rue. C'est ma maison. J'ai regardé la maison derrière moi. Les murs en pierre, les arches coloniales. Ce n'est pas ta maison, Otilia. C'est la maison de grand-mère Elena. Et maintenant, c'est la mienne. Tu as perdu le droit de vivre ici. Quand tu as choisi le confort de ton silence plutôt que la vie de ta fille. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Voilà un chèque. C'est assez pour que tu loues un petit appartement en ville. Et que tu vives modestement pendant 1 an. Après ça, tu devras chercher du travail. Tu peux peut-être enseigner la broderie ou la cuisine. Tu es bonne pour ça, quand tu veux. Elle a regardé l'enveloppe comme si c'était un serpent. Mais tu mets ta propre mère à la porte. Dieu va te punir, Rafala. Honore ton père et ta mère. Les tu ne tueras pas, les jeux interrompus. Ce commandement vient avant. J'ai jeté l'enveloppe à ses pieds. Anselmo t'emmènera à la gare routière. Ne reviens pas, maman. Si tu reviens, je demanderai une ordonnance d'éloignement. Je me suis retourné. J'ai entendu ses cris, ses insultes, ses supplications pendant que je m'éloignais. Chaque tour de roue était une douleur vive dans mon cœur. Mais c'était aussi un pas vers la guérison. J'avais coupé le cordon ombilical toxique. J'étais orpheline par choix. Et je ne m'étais jamais sentie aussi saine. Le procès du peuple contre Gervasio et Damiana Richardson a duré 6 mois. Ça a été l'événement de l'année à Jalisco. J'ai assisté à chaque séance. Non pas parce que je voulais les voir. Mais parce qu'ils devaient me voir, moi.
Il devait voir que je ne m'étais pas brisé. Mon père a engagé les avocats les plus chers de la ville. Payés avec je ne sais quel argent caché, ou avec des promesses. Leur stratégie de défense était répugnante. Ils ont essayé d'invoquer la démence sénile. Ils ont essayé de dire que j'avais manipulé la vidéo, que c'était un montage d'intelligence artificielle. Mais les preuves étaient écrasantes. Le jour où c'était à mon tour de témoigner, la salle était pleine. Je suis entré avec mes béquilles. Je commençais à laisser le fauteuil pour de courtes distances. Je me suis assise à la barre et j'ai raconté mon histoire. Non pas avec des larmes, mais avec des faits. Date, montant, conversation. Quand le procureur a passé la vidéo de la colline, des gens dans le public ont dû sortir de la salle. Voir la pure méchanceté sur le visage de Damiana en haute définition était perturbant. Mais le moment le plus satisfaisant n'a pas été la vidéo. Ça a été quand le procureur a appelé à la barre l'ingénieur Peralta. L'homme qui avait signé le rapport du four 5 ans plus tôt. Mon père pensait que Peralta était mort ou disparu. Peralta, un homme vieux et rongé par la culpabilité, a témoigné. Don Gervasio m'a menacé, dit-il en le pointant du doigt. Il m'a dit que si je ne signais pas le permis d'opération, il s'assurerait que je ne travaille plus jamais dans l'industrie. J'avais des enfants. J'ai eu peur. Mais quand j'ai su que mademoiselle Rafala était devenue paralysée, je n'ai plus dormi pendant 5 ans. Mon père s'est levé, rouge de rage. Tu mens, ivrogne, hurla-t-il. Je t'ai payé pour que tu te taises. Le juge a frappé de son maillet. Le silence est tombé. Mon père venait d'admettre le pot de vin en pleine audience. Son avocat s'est couvert le visage avec les mains. C'en était fini. Le jour du verdict, j'ai mis une robe rouge. La couleur du sang, oui. Mais aussi la couleur de la vie et de la passion. Damiana est passée la première. Elle est restée défiante jusqu'au bout, me regardant avec haine. C'est injuste, cria-t-elle. Quand le juge a lu la sentence. 12 ans de prison ferme, sans droit à la liberté conditionnelle. Pour tentative de meurtre qualifié avec préméditation, traîtrise et avantage. Puis ce fut le tour de mon père. Le juge fut implacable. Gervasio Richardson. Vous avez échoué comme entrepreneur. Comme citoyen et, le plus grave, comme père. Votre cupidité a détruit des vies. Il l'a condamné à 15 ans de prison pour fraude aggravée. Négligence criminelle et conspiration pour commettre un meurtre. En plus, il devait payer 10 millions de pesos d'indemnisation à la victime. 15 ans. Pour un homme de 70 ans. C'était une perpétuité. Quand ils l'ont emmené menotter. Mon père s'est arrêté un instant à ma hauteur. Profite de ton argent, ma fille, dit-il d'une voix rauque. Mais rappelle-toi, le sang appelle. Tu finiras seul, comme nous. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux que j'avais adorés autrefois. Non, papa. Je ne suis pas comme vous. Je construis, tu détruis. Et je ne suis pas seul. Regarde autour de toi. Je lui ai montré la salle derrière lui. Elle était pleine d'anciens employés de l'usine. De voisins. De femmes qui m'avaient écrit pour me soutenir. Tous étaient debout, en silence, avec moi. Mon père a baissé la tête et a continué sa marche vers sa cellule. Ce fut la dernière fois que je l'ai vu comme un homme puissant. À partir de là, il n'était plus qu'un numéro dans le système pénitentiaire. Avec le procès terminé, le vrai travail a commencé. Nettoyer la hacienda. Et je ne parle pas de balayer la poussière, mais de nettoyer l'énergie pourrie de décennies de mensonges. J'ai décidé que je ne voulais rien dans cette maison qui me rappelle mon père ou Damiana. J'ai organisé une vente aux enchères. J'ai vendu les chevaux de course de mon père. C'étaient de beaux animaux. Mais ils représentaient sa vanité. Avec l'argent, j'ai acheté des équipements de rééducation de dernière génération. Et des fours de céramique nouveaux et sûrs. J'ai vendu les meubles prétentieux du salon. Les tableaux snobs. La collection de vins chers. Mais certaines choses ne pouvaient pas être vendues. Elles devaient être détruites. Au centre du patio où mon père organisait ses fêtes. J'ai fait construire un grand bûcher. J'y ai mis les vêtements de Damiana. Ses robes de créateurs achetées avec de l'argent volé.
J'y ai mis les costumes de mon père. J'y ai mis les photos de famille où nous sourions tous faussement. Anselmo m'a aidé à verser de l'essence. Vous êtes sûr, patronat, demanda-t-il. Je n'ai jamais été plus sûr, Anselmo. Allume le feu. Les flammes sont montées haut, léchant le ciel nocturne. Voir brûler le passé fut cathartique. Pendant que la fumée montait, j'ai senti un immense poids se lever de mes épaules. Je brûlais l'étiquette de victime. Je brûlais la rafala invalide. Cette nuit-là, j'ai dormi la fenêtre ouverte. Pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas fait de cauchemar. Le lendemain, la transformation a commencé. J'ai engagé des architectes. Mais pas n'importe qui. J'ai engagé une jeune architecte en fauteuil roulant. Je voulais que la hacienda soit un modèle d'accessibilité. Des rampes élégantes intégrées à l'architecture coloniale. Des salles de bain larges, des portes automatiques. L'ancienne grange est devenue un atelier d'art-thérapie. Les écuries ont été transformées en bungalows pour les résidentes. Le panneau à l'entrée fut la dernière chose à changer. Nous avons retiré le blason de la famille Richardson. Ce blason ridicule que mon père avait inventé. À la place, nous avons mis une plaque en bois sculptée à la main, simple et belle. Casa Elena au refuge et renaissance. J'ai décidé d'honorer ma grand-mère. La seule femme Richardson qui en valait la peine. Je n'ai pas mis mon nom. Ce n'était pas à propos de moi. Mais de toutes celles qui viendraient après. La prison n'a pas complètement fait taire ma famille. Bientôt, les lettres ont commencé à arriver. Celle de mon père était courte, exigeante. Il se plaignait de la nourriture, du lit dur, de ses co-détenus. Il m'ordonnait de déposer de l'argent sur son compte en prison. Il me menaçait avec des appels. Rafala, je suis un homme malade. Tu as l'obligation morale de m'aider. Parle aux avocats. Sors-moi d'ici et je te pardonnerai. Il me pardonnerait. L'audace de cet homme ne connaissait pas de limite. J'ai brûlé ses lettres sans répondre. Celle de Damiana était différente, erratique. Parfois pleine de haine. Parfois de manipulation pathétique. Petite sœur, ici il fait très froid. Les autres prisonnières me volent ma nourriture. Elles disent que toi, tu es riche maintenant. Envoie-moi quelque chose, s'il te plaît. Ne serait-ce que des cigarettes. Je me souviens quand on jouait à la poupée. Tu te souviens? On était heureuses. Ne me laisse pas pourrir ici. Un jour, j'ai failli céder. La culpabilité du survivant est puissante. Mais ensuite, Anselmo m'a apporté une lettre différente. Elle venait d'une femme inconnue. Madame Rafala. Je vous écris parce que j'ai vu votre histoire aux informations. Il y a 3 ans, votre sœur Damiana a renversé mon fils dans le village. Elle conduisait ivre. Votre père a payé la police pour effacer le rapport. Et ils nous ont menacés pour qu'on se taise. Mon fils est resté boiteux à vie. Je voulais juste vous dire merci. Merci d'avoir obtenu justice pour nous tous. J'ai lu cette lettre et j'ai pleuré. Damiana ne m'avait pas seulement blessé, moi. Elle avait laissé un chemin de destruction partout où elle passait. Protégée par l'argent de mon père. Ce jour-là, j'ai pris une décision finale. Je suis allé à la prison une dernière fois. Je n'ai pas demandé à les voir. J'ai juste laissé un document à l'administration. C'était un ordre légal interdisant toute communication de leur part vers moi. S'ils envoyaient une autre lettre, ils perdraient leur privilège de cour. Je suis sorti de la prison et j'ai respiré l'air libre. C'en était fini. Il faisait partie de mon passé, comme une maladie que j'avais surmontée. Il n'était plus ma famille. Juste 2 étrangers qui partageaient mon nom de famille. Le jour de mes 43 ans. Le jour où, selon le testament de ma grand-mère, je prenais officiellement possession de tout. Le soleil brillait. Selon le plan de mon père, je devais être morte depuis 3 semaines. Selon son plan, il serait en train de trinquer au champagne sur ma tombe. Mais j'étais vivante. Et la hacienda était pleine de vie. Je n'ai pas fait une grande fête de luxe. J'ai organisé un repas communautaire. Les premières résidentes de Casa Elena étaient déjà arrivées. Elles étaient 6. L'une avait perdu la vue à cause du diabète. Et sa famille l'avait abandonnée.
Une autre était en fauteuil roulant à cause de violences conjugales. Une autre était une vieille femme que ses enfants avaient mise dehors. Nous étions toutes dans le patio, en train de manger du mole poblano que nous avions cuisiné ensemble. Il y avait des rires. Il y avait de la musique. Mais pas de mariachi payé. Juste une guitare jouée par une bénévole. Anselmo s'est levé pour porter un toast. Il portait un costume neuf que je lui avais offert. Il avait l'air fier. À la patrona Rafala, dit-il en levant son verre d'eau de Jamaïca. Et qui nous a appris qu'on peut fleurir même dans la terre la plus sèche. La santé, crièrent-elles toutes. Je les ai regardées. C'était ma nouvelle famille. Nous ne partagions pas le sang. Nous partagions des cicatrices. Et c'était un lien plus fort. Ce jour-là, j'ai aussi reçu un cadeau inattendu. Un colis est arrivé par la poste. Il venait de la compagnie d'assurance. Avec le chèque de restitution des fonds que mon père avait volés. Il y avait une lettre du PDG de l'entreprise. Il s'excusait de ne pas avoir mieux enquêté sur mon accident il y a 5 ans. Et me proposait un contrat. Il voulait que je devienne consultante externe pour détecter les fraudes dans des entreprises familiales. J'ai souri. Mon esprit, cette chose que mon père avait méprisée, était maintenant mon plus grand atout. J'ai accepté le travail. Non pas pour l'argent, mais parce que je voulais m'assurer qu'aucun autre don Gervasio ne s'en sorte. L'après-midi, je suis monté seul au Cerro de la Cruz. Cette fois, j'y suis allé avec une couette adaptée que je m'étais achetée. Je suis arrivé au sommet, au même endroit où Damiana m'avait poussé. J'ai regardé le ravin. Il ne me faisait plus peur. J'y ai planté un olivier. Symbole de paix et de résistance. Me repose en paix, vieille Rafala, ai-je murmuré au vent. Mais tu as bien fait. Tu as survécu. J'ai regardé en bas, vers Casa Elena. Les lumières s'allumaient. Elle avait l'air chaleureuse, accueillante. Une vraie maison. Ça fait 3 ans maintenant. Casa Elena a grandi. Nous avons maintenant de la place pour 30 femmes. Nous avons créé une coopérative de céramique, où les résidentes peignent et vendent leurs œuvres. Ces pièces de céramique résistantes sont exportées en Europe et aux États-Unis. Chaque tasse, chaque assiette porte une histoire de dépassement. Damiana est toujours en prison. Je crois savoir qu'elle a trouvé Dieu. Ou peut-être que c'est encore une de ses manipulations. Je m'en fiche. Je lui souhaite la paix, mais loin de moi. Mon père est mort il y a 6 mois d'une crise cardiaque dans sa cellule. Je ne suis pas allé à son enterrement. J'ai envoyé des fleurs. Mais je n'y suis pas allé. Je n'ai pas ressenti de haine. Juste une immense pitié pour un homme qui avait tout. Et qui est mort sans rien. Ma mère vit dans une petite chambre en ville. Parfois, je la vois de loin au marché. Elle a beaucoup vieilli. Nous ne nous sommes plus jamais parlé. C'est dur, oui. Mais j'ai appris que pardonner ne veut pas dire se réconcilier. Je l'ai pardonné pour libérer mon cœur. Mais je ne lui ai pas rouvert la porte pour qu'elle me fasse du mal encore. Moi, je suis toujours là. Mes jambes ne sont jamais revenues comme avant. Même si je peux marcher de courtes distances avec une canne. Mais ça ne me définit plus. Je suis Rafala Richardson. Je suis survivante. Je suis chef d'entreprise. Je suis fille, sœur et mère de beaucoup de femmes que la vie a brisées. Mon histoire n'est pas un conte de vengeance. Même s'il y a eu justice. Mon histoire parle du pouvoir de dire « plus jamais ». Plus jamais de silence. Plus jamais d'abus. Plus jamais de loyauté envers ceux qui ne la méritent pas. Parfois, il faut laisser brûler complètement l'ancienne vie. Pour pouvoir construire quelque chose qui en vaille la peine sur les cendres. Parfois, la famille que tu reçois à la naissance n'est qu'une épreuve. Pour te préparer à trouver la famille que tu mérites. Et toi qui m'écoutes. Si tu es dans un endroit sombre. Si tu sens qu'on est en train de te pousser par-dessus un ravin. Souviens-toi. Il y a toujours un buisson de bougainvilliers quelque part pour amortir ta chute. Tu dois juste avoir le courage d'ouvrir les yeux et de le chercher. Réflexion finale et leçon de vie. Cette histoire, même si elle est remplie de douleur et de trahison, nous laisse des leçons fondamentales que nous devons tous garder. Surtout ceux qui ont sacrifié leur bien-être pour le bien de la famille. La première leçon.
c'est que le sang n'est pas un contrat d'esclavage. Dans notre culture latine, on nous apprend souvent que la famille est sacrée. Et que nous devons supporter n'importe quel abus au nom de l'unité familiale. Rafala nous montre que c'est faux. La loyauté doit être réciproque. Si ta famille te coupe les ailes, ou tes freins, tu as non seulement le droit, mais le devoir de te protéger. Même si cela veut dire t'éloigner d'eux pour toujours. La deuxième leçon parle d'indépendance financière et de connaissance. Rafala a pu se défendre parce qu'elle connaissait les chiffres. Elle connaissait la vérité derrière les mensonges. Dans un monde où on met souvent les femmes ou les personnes âgées de côté. Garder le contrôle, ou au moins la connaissance de nos finances. Et de nos droits légaux. Est notre meilleure défense contre l'abus. L'ignorance est le terrain où fleurit l'exploitation. Enfin, l'histoire nous parle de résilience transformante. Rafala n'a pas utilisé son héritage pour une vengeance vide. Ou pour un luxe égoïste. Elle a transformé son lieu de traumatisme en un lieu de guérison pour les autres. En aidant d'autres femmes. Elle s'est guérie elle-même. Elle nous rappelle que notre douleur peut devenir notre mission. Peu importe à quel point nous sommes brisés. Nous pouvons toujours nous reconstruire. Et parfois, la version reconstruite est plus forte et plus belle que l'original. Maintenant, j'aimerais t'entendre, toi. As-tu déjà dû prendre la difficile décision de t'éloigner d'un membre de ta famille toxique? Pour sauver ta propre paix mentale? Penses-tu que Rafala a eu raison de ne pas pardonner à sa mère? Et de la laisser en dehors de sa vie? Laisse ton avis dans les commentaires. Je veux lire ton histoire et ton point de vue. Et si cette histoire t'a touché le cœur? Ou t'as appris quelque chose d'important? Écris simplement « good » ou « bien » dans les commentaires. Ça m'aidera à savoir que tu apprécies ces leçons de vie. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Souviens-toi, tu es l'architecte de ta propre vie. Ne laisse personne d'autre contrôler tes freins. On se voit dans la prochaine histoire.